Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence intitulée « Agir maintenant, préparer demain, l'urgence climatique dans l'espace francophone ». C'est un réel plaisir de vous savoir avec nous aujourd'hui. Cette conférence est co-organisée par Francophonie sans frontières, également les Offices jeunesse internationaux du Québec, logique, ainsi que l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD, et enfin le ministère des Relations internationales de la francophonie et du Québec. Mon nom est Sophie Hamel-Dufour et je serai la modératrice de la conférence. Alors, on salue M. Bernard qui se joint à nous. Romain, Romain, tu peux me placer M. Bernard en attente, également Alexandre, et nous poursuivons. Donc, bien heureuse de vous voir aujourd'hui. Je dois vous dire que cette idée-là de la conférence sur l'urgence climatique dans l'espace francophone s'est imposée d'entrée de jeu parce que la francophonie, vous le savez, elle est présente sur tous les continents, mais surtout qu'il y a de très grands bassins de locuteurs francophones qui vivent de plein fouet les impacts des changements climatiques. Donc, en cette année 2022, où le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, le GIEC, indique encore à nouveau dans son dernier rapport à quel point l'humanité est à la croisée des chemins si on veut s'assurer un avenir viable, ou du moins le plus viable possible dans les circonstances. Et en cette année 2022, où vendredi dernier, 22 avril, nous avons célébré le 52e jour de la Terre, nous souhaitions vous offrir cette discussion, cette réflexion avec 4 personnes dont l'engagement en matière de changement climatique fait une différence. Mais avant de vous les présenter, je vais céder la parole à Zoé Durtès-Carcan, qui est la secrétaire générale de Francophonie sans frontières. Zoé, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Votre présence à cette conférence est un véritable plaisir et puis surtout, il montre votre engagement, votre implication et votre intérêt envers la thématique de ce jour. L'environnement et de manière plus générale, notre planète et notre système climatique reposent sur un équilibre très fragile et aujourd'hui, il est plutôt mis à mal par les diverses activités humaines. Donc, je le redis, comme l'a dit aussi Sophie, je remercie Logique pour ce partenariat sur des thématiques qui nous tiennent toutes et tous à cœur et qui lient les francophones de ce monde. Et d'ailleurs, rapprocher les francophones et francophiles autour de sujets d'actualité, d'urgence sociétale, mais aussi de valeurs comme celle de l'engagement et de la solidarité, nous unissent dans la poursuite d'une cause commune. Et ces valeurs, on peut les retrouver en fait dans les actions des FSF, comme par exemple avec le projet Horizon 2030, qui était centré autour de la résolution des défis, de l'éducation, de l'accès à l'emploi, et celui qui nous concerne en cette heure, le développement durable. Aujourd'hui, FSF, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'association, c'est 3 équipes en France, au Québec et en Côte d'Ivoire. Et elle est représentée dans plus de 20 pays grâce à ses correspondants internationaux. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir des intervenants qui vont nous faire part de leurs expériences en tant qu'acteurs du changement durable, bien sûr. Et c'est un bel exemple d'une voie commune qui rapproche et qui crée du lien entre les francophones multiculturels. Et c'est une belle preuve aussi que la raison d'être de notre association, Ensemble, créons des liens durables pour la francophonie, peut être mise en œuvre et donner du sens. Et enfin, je dirais que Francophonie sans frontières, c'est le carrefour d'une francophonie polycentrique, unie et bien entendu sans frontières. Donc, je vais vous laisser profiter de l'expertise de chacun des intervenants et mieux comprendre l'état des lieux de la situation climatique et de ses enjeux sur le plan international, ainsi que dans la société civile francophone, notamment auprès de la jeunesse, qui sont, il ne faut pas l'oublier, l'avenir de notre planète. Je vais redonner la parole à Sophie Hamel-Dufour, qui sera menée d'une main de maître la suite de la conférence. Merci beaucoup, Zoé, pour ce mot d'ouverture inspirant. Alors, chers participants, chers conférenciers, nous serons ensemble pour la prochaine heure et demie. La conférence est divisée en 2 parties. Le premier panel, où il sera question de l'état des lieux, donc comment se portent les changements climatiques dans l'espace francophone ou comment se porte l'espace francophone avec les changements climatiques. Nous parlerons également du rôle et des instances internationales, ainsi que le rôle des jeunes et de la société civile. Par la suite, 2 autres panélistes vont se joindre à nous
et ils vont nous présenter le point de vue de la jeunesse ainsi que des exemples concrets de projets qu'ils mettent en œuvre ou auxquels ils collaborent. Enfin, à la toute fin de la conférence, il y aura un moment qu'on prendra pour discuter avec vous, ceux qui nous écoutez présentement sur le web. Donc, n'hésitez pas à transmettre vos questions via l'outil discussion, questions-réponses. Et Romain Crouton, qui m'assiste aujourd'hui du côté de la technique, va lire vos questions avec grand intérêt. Alors, nous prendrons un moment pour y répondre. Enfin, voici le moment de vous présenter nos premiers panélistes. Et je dois vous dire que nous sommes très honorés qu'ils aient accepté de se joindre à nous. Alors, tout d'abord, je vous présente Mme Cécile Martin-Phipps, qui est la nouvelle directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est-à-dire l'OIF. Mme Martin-Phipps est experte en développement durable avec plus de 15 années d'expérience à l'international dans des postes et des responsabilités sur le plan des politiques énergétiques, le climat, les villes et territoires, le renforcement des capacités et les partenariats internationaux. Soulignons qu'à l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, elle a été en charge de développer et piloter un grand nombre de projets climat et énergie sur le terrain, sécurisation des partenariats en Afrique, Asie du Sud-Est, au Brésil et en Turquie. Elle a également été directrice de la communication des événements et des partenariats internationaux à l'Alliance solaire internationale, dont le siège est situé en Inde. Elle a également œuvré dans le secteur privé. Alors, vous voyez, elle a fait presque le tour de la question et aujourd'hui, elle est directrice de l'IFDD. Bonjour Martin-Phipps, Madame Martin-Phipps, que j'appellerai Cécile puisque nous nous connaissons un peu. Bonjour Sophie. Cécile. Merci. Merci à vous d'être là. Notre second conférencier est M. Jean Lemire. Il a été nommé émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques par le gouvernement du Québec en septembre 2017. Il est d'ailleurs le premier émissaire de l'histoire de la diplomatie québécoise. Monsieur Lemire représente le gouvernement du Québec sur de nombreuses tribunes internationales. Biologiste de formation, il est spécialiste des questions environnementales et un communicateur scientifique de renom. Ses travaux sur les changements climatiques et la biodiversité ont initié de grandes missions scientifiques à l'international. Ses films, ses livres et ses créations sur le web ont été récompensés par de nombreux prix internationaux. J'ajouterai également que M. Lemire est récipiendaire de nombreuses distinctions honorifiques à l'international, au Canada et au Québec. Bonjour, M. Lemire. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Et encore une fois, j'ai eu la permission de l'appeler Jean, alors je l'appellerai Jean. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jean. Alors, avant de plonger dans le cœur de notre sujet, pour ceux qui connaîtraient moins l'IFDD et également qu'est-ce que ça fait un émissaire, j'aimerais vous entendre nous expliquer un peu quelle est la mission et vos rôles respectifs dans vos organisations. Donc, Cécile, du côté de l'IFDD, qu'est-ce que l'IFDD et que faites-vous? Merci beaucoup, Sophie. Donc, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur l'émissaire, cher Jean. Bonjour, chère Madame la secrétaire générale, chère Zoé. L'IFDD, c'est donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable qui a été créé à Québec, par le Québec et les autres États et gouvernements membres de la francophonie en 87. Alors, vous voyez, ça fait déjà quelques temps et ces missions sont assez claires. L'idée, c'est vraiment d'accompagner nos États et gouvernements membres et tous les acteurs de ces États, également, bien sûr, la société civile, en matière de développement durable, de façon à ce qu'ils aient une meilleure compréhension des enjeux de développement durable. Et bien sûr, cette compréhension a évolué au fur et à mesure des années. Ça s'est fait à travers plusieurs axes. Il y a tout d'abord un axe de veille et d'information. L'idée, c'est de vulgariser aussi ces enjeux. Souvent, on développe des concepts un peu barbares, le développement durable, le changement climatique, qui sont pas forcément toujours très bien compris. L'idée et donc l'objectif de l'IFDD, c'est de vulgariser justement ces concepts de façon à avoir une meilleure appréhension de ces enjeux. Ensuite, il y a tout l'aspect formation aussi à ces enjeux.
et puis développement d'outils pour que nos pays et nos acteurs francophones puissent y répondre. Et enfin, démontrer par le projet pilote comment on peut mettre en œuvre ce développement durable concrètement sur le terrain. J'espère avoir été suffisamment concise. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Cécile. Donc, on retient l'IFDD, c'est à la fois pour rendre les concepts plus tangibles pour les gens qui ont envie de s'impliquer. Ce sont des projets, une modélisation, également un immense projet pilote qui permet de faire atterrir le tout, n'est-ce pas? Et le tout en français. Et le tout en français, soulignons-le. Alors, Jean, de votre côté, qu'est-ce que c'est un émissaire au changement climatique, aux enjeux nordiques et aux enjeux arctiques? Il y a des jours où je me le demande moi-même. Non, non. En fait, alors bonjour à tous, chère Cécile, toujours content de partager une tribune. L'émissaire au changement climatique a vraiment pour but de représenter le gouvernement du Québec dans les grandes rencontres internationales. On pense évidemment au COP, par exemple, mais j'ai plusieurs chapeaux. Je suis également le négociateur pour le gouvernement du Québec du prochain cadre mondial en biodiversité, par exemple. On sait que c'est une année très, très importante puisqu'il y aura une COP en principe en Chine au mois d'août. On verra. Je représente également les gouvernements locaux et infranationaux à cette table de négociation. Et donc, ça nous donne un rôle d'influence extrêmement important. Je travaille beaucoup sur les questions arctiques et nordiques aussi parce que, vous le savez, j'ai passé une grande partie de ma carrière dans les régions polaires. J'ai développé une amitié sincère et je dirais une reconnaissance formidable des peuples autochtones qui habitent l'Arctique. En fait, c'est eux qui m'ont un peu tout appris sur les glaces et tout ça. Donc, j'essaie de leur faire de la place beaucoup dans ces grandes tribunes internationales. Donc, l'idée, pour vous donner une idée, il y a plusieurs ambassadeurs du climat là, qui sont décrétés par différents pays. L'émissaire, ben, c'est un peu le même rôle. Le plus célèbre d'entre nous est certainement John Kerry, qui est l'envoyé spécial pour le président Biden, qui a un peu plus d'influence que moi, il faut l'avouer. Donc, on se regroupe beaucoup, on échange les bons procédés pour être sûr que les bonnes actions qui se font ailleurs peuvent être adaptés chez nous. Un des exemples, par exemple, à la dernière COP, les émissaires et les ambassadeurs climat ont créé une nouvelle alliance qu'on appelle le BOGA, la Beyond Oil and Gas Alliance. Et vous l'avez vu, le gouvernement du Québec a maintenant tourné le dos aux énergies fossiles. C'est le genre d'action que font les émissaires et les ambassadeurs ensemble. Alors voilà. Alors, on comprend qu'on parle à quelqu'un aujourd'hui qui a de l'influence sur le plan international et peut porter la voix du Québec, mais également de gouvernements locaux et infranationaux. Voilà, et je n'y suis pour rien, c'est surtout de la faute de l'ancien sous-ministre qui va clôturer notre séance aujourd'hui, Jean-Stéphane, qui m'a nommé à ce poste alors que j'étais plutôt sur un bateau en mer à essayer de documenter les effets des changements climatiques. Alors, tout ça est de sa faute, finalement. D'accord. Eh bien, nous le remercions. Alors, maintenant qu'on a mieux compris dans quel contexte chacun de vous travaille et évolue dans sa mission pour lutter contre les changements climatiques, j'aimerais, Jean, j'allais dire Monsieur Lemay, oui, que vous nous dressiez ce portrait-là de l'état des lieux des changements climatiques, notamment dans l'espace francophone. Alors, vous avez quelques diapositives pour illustrer le tout. Alors, on vous écoute. Oui. Et on va faire ça très, très rapidement là, parce que, évidemment, je ne veux pas qu'on tombe dans des PowerPoint là, trop pénibles. Mais si on regarde un petit peu ce que la science nous dit en ce moment, et ça, c'est très, très important, on n'est pas dans une situation qui va très, très bien. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a eu une succession de rapports du GIEC et normalement, on visait le 1,5 degré Celsius d'augmentation de température. Or, on le voit bien, là, on est déjà à 1,1. Alors, je ne ferai pas la langue de bois. Je vais vous dire franchement que le 1,5, et c'est d'ailleurs un peu mentionné dans le dernier rapport du GIEC paru récemment, sera extrêmement, voire
très, très, très difficile à atteindre. Parce que, évidemment, si on regarde là, à la dernière COP, si on regarde les engagements pris par les différents pays, et si on analyse ça un petit peu, là, les 165 engagements pris par les pays, ça représente quand même plus de 94% des émissions mondiales. On ne s'en va pas du tout dans la bonne direction. On va dépasser de beaucoup en 2030 nos objectifs. Donc, on est plus vers un réchauffement moyen là, de 2,4 d'ici la fin du siècle. Et ça, c'est si les 165 pays qui ont pris des engagements respectent ces engagements. Or, bien franchement, ça ne s'est jamais vu dans l'ensemble des COP. Donc, on est loin du but. Le dernier rapport du GIEC nous disait que pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, eh bien, il fallait que les émissions mondiales de GES atteignent leur valeur maximum avant 2025. Je vous rappelle qu'on est en 2022, là, il reste donc 3 ans. Et ensuite, diminuer de 43% d'ici 2030. Donc, vous voyez vraiment la hauteur de la montagne à gravir ensemble. Je vous ai préparé un petit truc sur le sud du Québec, juste pour vous donner une idée, puisque quand on parle de changement climatique, on se réfère toujours à des moyennes. Alors, où on en est, là, par exemple, si on prend l'exemple du sud du Québec. Alors, évidemment, il y avait une variabilité naturelle du climat, là, à peu près jusqu'au début des années 90. Normalement, la ligne jaune que vous voyez aurait dû être ce qu'on visait, hein? S'il n'y avait pas eu de variation due évidemment à l'activité humaine. Début des années 90, émergence du signal, on commence à étudier le climat de plus en plus. C'est probablement un des aspects de la science les plus étudiés et où on est en 2021, mais on est déjà à une augmentation de 1,1. Ce qu'il faut vraiment, vraiment se rappeler, c'est que ce qui est stocké dans l'atmosphère ne va pas changer, même si on arrêtait tout demain matin, là, on aura des influences, évidemment, sur ces gaz à effet de serre qui sont stockés dans l'atmosphère. Donc, d'ici 2040, peu importe ce que l'on va faire, il y aura peu de réactions au niveau de la machine climatique mondiale. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est les mesures qui vont suivre 2040, d'où l'importance d'agir maintenant, vraiment, parce que si on regarde ça, on est vraiment dans le sud du Québec, là. Alors, si on réussit, il faut comprendre que nous sommes dans une latitude nordique. Et donc, quand vous entendez une moyenne, il faut à peu près multiplier par 2 pour le Québec. Donc, si on réussit à bien faire les choses, on va peut-être s'en tirer autour de 3 degrés. Mais si on ne fait rien, si on continue à utiliser les énergies fossiles comme on le fait, ben regardez où on s'en va. Là, on est plus près du 8 degrés. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien, la moyenne globale sera autour de 3,7, 4 degrés et donc on double pour le Québec. Avec, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut abaisser nos émissions de GES le plus rapidement possible, mais en toute honnêteté, il faut également penser à des mesures d'adaptation parce que, évidemment, il y aura des conséquences à tout ça. Je vais très, très vite. Évidemment, dans les différentes régions de l'Arctique, ce qu'on voit, c'est des augmentations de température d'ici 2040, peu importe ce que l'on fait. On le voit donc dans le nord, dans l'Arctique, 4 degrés d'augmentation avec des précipitations beaucoup plus importantes. Le Québec un peu plus au sud, le Québec dense où on est. Donc, vous voyez un petit peu là tous les dommages aux infrastructures et tout ça. Donc, d'où l'importance également d'y aller avec de l'adaptation. Bon, évidemment, c'est pas un portrait qui est très reluisant, mais je veux vous donner la vraie nature des changements en cours et ce que la science prédit. J'aurais aimé être plus optimiste, mais bon, je pense que pour une fois, c'est probablement un des aspects scientifiques les mieux documentés maintenant. Et donc, on est vraiment, vraiment dans une situation où
En fait, moi qui a navigué beaucoup, c'est comme si on était sur un bateau de bois puis qu'on se servait du bois pour chauffer le foyer. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre façon de faire. Alors, il va falloir, je pense que les jeunes mettent beaucoup de pression pour qu'on puisse essayer de changer cette tendance parce qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. On pourra en reparler, mais il y a des aspects là, qui sont plus positifs. Je pense à tout l'impact de la biodiversité comme solution au changement climatique. Il y a peut-être à peu près le tiers de la problématique qui pourrait être réglée si on avait des politiques de biodiversité beaucoup plus agressives, beaucoup plus axées sur la conservation. Mais on aura le temps d'en reparler. Tout à fait, nous y reviendrons. Mais j'aimerais voir du côté de Cécile, comment la question des changements climatiques est abordée et est-ce que les États francophones ont certaines priorités que l'IFDD pour lesquelles l'IFDD peut servir de relais? Oh, le micro est fermé, Cécile. Merci Sophie. C'est ça qui est intéressant avec la francophonie, c'est que l'État, généralement en fait en matière de négociation et globalement le changement climatique en est une, on oppose souvent les pays du Nord, du Sud ou développés ou développement et émergents. Et en fait, dans ce monde très clivé qui est le nôtre aujourd'hui et qui est celui des négociations, l'Institut de la francophonie pour le développement durable cherche justement à offrir un espace de dialogue un peu unique qui vise justement à casser ces clivages et à faciliter les échanges entre, bien sûr, les 88 États et gouvernements membres de la francophonie, mais même plus largement, entre les grands groupes de négociation qui sont institués parce que nos États et gouvernements membres viennent des 5 continents et donc ont finalement des contextes et un état des lieux qui est spécifique bien sûr à chaque région, mais globalement on retrouve les mêmes principes. On ne sera peut-être pas à plus 8 degrés comme au Québec partout, mais on le sera certainement dans les régions sahéliennes. Chez d'autres, ça sera des inondations. Chez d'autres, ça sera des événements de froid ou des ouragans. On va retrouver cette problématique de la catastrophe naturelle qui va impacter derrière des vies de part et d'autre de nos États et gouvernements membres. Et donc, l'objectif de la francophonie, c'est à son niveau, bien sûr, de permettre ce terrain un peu neutre, on va dire, pour que les uns et les autres puissent s'exprimer, échanger et favoriser en fait la recherche d'un consensus grâce à notre langue commune qui est le français, de façon à éviter de se retrouver dans l'impasse. Comme le disait très bien Jean à l'instant, aujourd'hui, on est dans une impasse. Et on ne va pas vraiment très très bien dans le bon sens. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce consensus, chercher ce terrain à travers le dialogue et de réaffirmer aussi la solidarité francophone entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest et de créer des passerelles favorables aussi à cette mise en œuvre concrète des engagements des États et gouvernements membres afin d'éviter qu'on se retrouve dans cette catastrophe annoncée et redoutée. Et est-ce que, parce qu'on sait que les réalités des États qui sont membres de la francophonie est très variée et variable, est-ce qu'on réussit vraiment à créer un consensus où chacun a l'impression je dirais, d'avoir sa juste place, sa juste part, sa juste influence, ou ça reste encore difficile? C'est une bonne question, Sophie. C'est vrai on retrouve en fait un consensus sur certaines questions, sur d'autres c'est plus compliqué et tout le monde connaît bien sûr les points d'achoppement. Forcément, les pays en développement ou plus sensibles se disent pourquoi on nous empêche de tourner en rond et pourquoi on nous empêche ce développement potentiellement. D'autres parlent d'un développement
j'aime bien le mot anglais, donc désolé pour ce mot anglais, mais de leapfrog, d'un saut direct en fait d'un développement classique à un développement durable justement. Mais qu'est-ce qu'on entend par développement durable? C'est aussi toute la question. Il y a un terrain sur lequel nos groupes, nos États et gouvernements francophones se retrouvent, et c'est la question du financement. Un changement de paradigme, un changement de société nécessite des financements. Tout le monde en parle, mais il ne se passe pas forcément grand-chose. Le GIEC en a parlé, hein, globalement, une des barrières principales à la réduction de ces émissions, c'est le financement insuffisant pour la transition bas carbone. Et on le voit, nous, dans nos pays, et c'est justement pour ça que la francophonie s'est positionnée pour accompagner un certain nombre de nos pays membres pour aller justement faciliter l'accès à ces financements. Typiquement, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds d'adaptation, le Fonds vert pour le climat et tant d'autres ont des financements qui sont disponibles théoriquement pour accompagner nos États et gouvernements membres à la fois s'adapter à ces changements climatiques, mais également à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que ce qu'on voit, ce qu'on constate, en tout cas au niveau de la francophonie, c'est que, premièrement, le paysage de cette finance climat s'est complexifié ces dernières années. Il s'est opacifié. Et deuxièmement, c'est très complexe aussi pour nos pays francophones d'avoir accès à ces financements parce que ces financements se passent en anglais. On le voit très bien à titre d'exemple, les 10 pays francophones du bassin du Congo, qui est quand même le premier poumon, Jean en parlait, hein, la biodiversité est essentielle, c'est le premier écosystème mondial de séquestration du carbone, ne représente que 0,8% des financements accordés par le Fonds vert pour le climat depuis sa création. Donc, je ne vais peut-être pas aller plus loin, mais voilà, ça c'est une question qui est très prégnante. Je pourrais développer après ce qu'on peut faire effectivement, et c'est une priorité pour nos pays francophones. Merci beaucoup, Cécile. Jean, vous vouliez rebondir? En fait, si je peux rajouter un aspect qui est pas très positif non plus, mais la situation géopolitique actuelle n'aide en rien. Pourquoi? Parce que, vous le voyez, il y a une course à l'armement. Les gouvernements investissent beaucoup dans de l'armement militaire et on se retrouve avec une poche d'argent qui va être épuisée. Et ça me fait très, très peur pour la suite parce que on le voit en biodiversité, par exemple, il y aura des demandes très importantes aussi pour un fonds pour la biodiversité. Le fonds vert sur le climat, on devait être prêt pour Glasgow. Ce n'était pas le cas. Donc, le 100 milliards par année n'est pas encore tout à fait réuni. Et par ma vaste expérience en environnement, je pourrais vous dire que on a du financement quand l'économie va bien. Hein? C'est comme si l'environnement, c'est quelque chose que l'on finance quand tout le reste va bien. Un peu un produit de luxe, là. Exactement. Et on le voit bien, là, on n'est plus là. On devrait mettre une priorité sur l'environnement, mais les dépenses actuelles font que ça va être encore difficile. Et en biodiversité, tenez-vous bien, parce que les demandes sont énormes. On parle de montants là, qui sont sur la table de négociation. Évidemment, ce n'est qu'un début, mais on parle d'un autre 100 milliards par année avec un plafond à 700 milliards par année pour 2030. On le voit bien, là, à un moment donné, ça risque de jouer dur dans les négociations. Par contre, c'est important que chacun fasse sa part. Par exemple, au gouvernement du Québec, évidemment, on est tout petit, mais on a parti le programme de coopération climatique internationale pour les pays en développement francophone. Et on a non seulement donné des sous, mais on a surtout travaillé pour qu'il y ait un partage de l'information, un partage des connaissances. Et donc,
En français. En français. Donc, vous savez, souvent, on peut faire un chèque là, pour se donner bonne conscience, mais être certain que qu'il va y avoir un accompagnement nécessaire pour qu'il y ait vraiment une construction des capacités localement et donc des partenariats. Et ça, c'est une approche que moi, j'aime beaucoup parce que il suffit pas simplement d'accompagner financièrement, mais de s'assurer qu'il y a un transfert de connaissances. Donc j'aimerais beaucoup que les États fédérés suivent un peu l'exemple du Québec. Si tout le monde, nous, on est rendu à près de 50 ou 60 millions, là, si tout le monde faisait sa part comme ça, on s'assurerait que, évidemment, il y a des ressources et il y a ce qu'on appelle en anglais là, une capacity building, là, renforcement de capacité. Voilà, merci, Cécile. Et donc, mais on le voit bien, là, ce sera des défis de taille et moi, je pense que c'est pour ça que j'insiste un peu sur la biodiversité parce que, comme le disait Cécile, si on ne fait pas attention à nos puits de carbone, on est vraiment, c'est trop tard. Là. Il faut vraiment investir maintenant. Et donc, ce sera très, très important de rallier les deux grandes conventions, celle sur le climat et celle sur la biodiversité, pour arriver avec une vision globale à une problématique qui est aussi globale. Ça pourrait arrêter, dans le fond, que les choses se fassent en parallèle, mais vraiment favoriser le mariage des deux, puisque un ne va pas sans l'autre. Absolument. Et Cécile, du côté de l'IFDD, est-ce que les initiatives en agroécologie et de résilience climatique, c'est la voie, vous pensez, pour tenter de parer aux impacts des changements climatiques? Je pense que c'est une des solutions. En fait, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plein. Jean le disait, chacun doit faire sa part, effectivement. Nous, ce qu'on a vu, en tout cas, et c'est comme ça qu'on travaille, en fait, globalement, 7 personnes sur 10 dans l'espace francophone sont des jeunes de moins de 35 ans. Et qu'est-ce que nous proposent nos jeunes de notre espace? Et ça, on l'a vu lors de la grosse concertation qu'on a faite sur la jeunesse il y a 3 ans. En gros, dans les 3 premières priorités de cette jeunesse, le troisième ou deuxième qui arrive, c'est vivre dans un environnement sain. Donc, ça nous a amené à renforcer encore plus en fait le travail avec cette jeunesse et puis à être un peu plus innovant dans la façon dont on travaillait avec cette jeunesse. Jusqu'à présent, je crois qu'on l'apercevait justement uniquement comme un bénéficiaire, alors qu'en fait, c'est elle qui est porteuse de notre humanité, c'est elle qui est porteuse de notre futur, de notre avenir, et c'est elle qui est aussi porteuse de solutions. Chaque année, dans l'espace francophone et surtout en Afrique, vous avez 200 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, avec pas forcément en fait d'emploi à la clé. Et c'est une des raisons pour laquelle, avec le soutien du Québec, justement, on a développé un certain nombre de choses, et notamment un outil qu'on appelle Jeu Climat, qui a vocation à accompagner les jeunes entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs de l'état de l'idéation, de l'idée, du concept de cette entreprise jusqu'à l'arrivée et la recherche de financement, en passant par le développement, le montage du projet, etc. Ça, c'est une chose. Avec l'Union européenne, on a aussi 2 projets, l'un en Afrique centrale et l'autre en Haïti, qui est centré sur comment faire émerger, comment permettre en fait à la jeunesse de 18 à 35 ans de faire éclore ces idées, ces concepts, ces innovations, notamment en matière d'agriculture, d'agroécologie. Et ça nous a conduit à soutenir la création de Fab Lab, de laboratoires de fabrication d'innovation, notamment en Afrique centrale, sur les énergies renouvelables, la valorisation des déchets, etc. Et aujourd'hui, on soutient presque 120 innovations en agriculture durable, agroalimentaire, biotechnologie, construction durable, santé, environnement. Et c'est des innovations sur lesquelles, honnêtement, si vous aviez plus de 35 ans, vous les auriez peut-être pas, vous y auriez peut-être pas pensé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et quand on parle d'innovation et quand on parle de jeunes entrepreneurs, on pense parfois tout de suite à la start-up.
Alors que ça peut être juste une autre conception en fait du développement d'une filière agricole. Ça peut être une autre forme de maraîchage, ça peut être une autre forme finalement de pompage solaire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler ensemble sur cette acception et qui font partie des solutions pour demain, qui concilient justement lutte contre le réchauffement climatique, les changements climatiques et la préservation de notre système. Merci beaucoup, Cécile. On voit dans le fond que c'est ça, c'est pas que la start-up technologie hyper nichée, ça peut vraiment être les choses qu'on est habitué de faire d'une certaine manière, mais qu'il faut peut-être apprendre à faire, ou que nous devrons apprendre à faire différemment. Vous avez ouvert la porte sur l'Union européenne. Jean, de votre côté, quand on avait échangé en préparation de la conférence, vous aviez souligné le rôle que joue l'Union européenne. Pouvez-vous un peu en discuter avec nous? En fait, dans toutes les grandes négociations, je dois avouer qu'ils sont les leaders et ils représentent ceux qui ont peut-être le niveau d'ambition le plus élevé. Et donc, ça nous prend ça là, dans une table de négociation parce que, vous le savez, nous, quand on négocie, il y a 190 pays autour de la table. Là. Donc, arriver à un consensus. Et souvenez-vous du fonctionnement de l'ONU, là. Ça prend un consensus pour arriver à quelque chose. Donc, si on ne part pas avec des leaders qui ont une ambition très, très forte, on risque d'avoir rien au final. Donc, il joue un rôle particulièrement important durant ces phases de négociation actuelles. Et donc, pour ça, on le voit bien, ils ont une approche qui est assez globale. Et vous savez, quand je parlais de la réunion des deux grandes conventions, celle sur le climat et celle sur la biodiversité, il ne faut pas oublier la FAO, qui est également l'organisme vraiment qui s'occupe de tout ce qui est agriculture et c'est en pleine transformation aussi. Nous, on a un projet qu'on a fait avec la FAO qu'on appelle SAGA. On a visé le Sénégal et Haïti. C'est vraiment un projet, je dirais, complet de lutte au changement climatique, mais bien sûr d'agriculture durable, d'adaptation au changement climatique. Donc, il faut de plus en plus avoir ces visions d'ensemble pour arriver avec des solutions qui sont globales, comme je disais, à une problématique qui est aussi globale. Et donc, en ce sens, l'Union européenne porte bien son rôle de leader en ce moment dans ces négociations. Et donc, on essaie évidemment de les suivre et de les encourager d'aller dans cette voie. Une autre donnée importante, on se rend compte que dans le futur cadre mondial en biodiversité, la voix des peuples autochtones sera vraiment mise de l'avant. Et ça, je pense que ça fait également partie des solutions. On a besoin de leur connaissance pour mieux appliquer les solutions sur le terrain. Alors, les Autochtones et les jeunes feront certainement partie de façon beaucoup plus importante, comme les gouvernements infranationaux d'ailleurs, du prochain cadre mondial. Parce qu'on a juste réalisé qu'il fallait être beaucoup plus inclusif et qu'il fallait que tout le monde fasse partie de la solution. Tout à fait. Et que tout le monde a une voix qui sera entendue. Vous avez justement parlé des jeunes, également un peu de l'entreprise, Cécile, vous l'avez esquissé. Le rôle justement de la société civile, on a les jeunes, on a les autochtones, mais cette société civile-là au sens large, quel rôle vous y voyez? Est-ce que c'est un contre-pouvoir? Est-ce que c'est un contrebalan? Est-ce que c'est la bonne conscience des États qui négocient? Comment vous voyez le rôle de la société civile? Essentiel. Oui, essentiel, je suis assez d'accord. Franchement, et moi, je suis assez... en fait, la société civile, il y a plusieurs aspects dans la société civile. Souvent, on entend société civile par les ONG qui sont effectivement au cœur, sur le terrain, et souvent, elles mettent en œuvre des projets très, très concrets, notamment des projets auprès des collectivités locales ou pour les jeunes ou pour des bénéficiaires spécifiques comme les femmes, typiquement. Mais j'aimerais revenir aussi sur le rôle des entreprises parce que souvent on associe les Google, etc. À toutes les entreprises et on fait l'amalgame. L'entreprise telle que moi je la vois, il y a énormément d'entreprises qui sont en fait des fers de lance
d'excellence en matière de développement durable, qu'elles soient petites, moyennes ou même plus grandes. Il y en a qui sont des pilotes. Souvent, elles sont porteuses aussi de solutions très innovantes. Elles vont chercher des financements. Parfois, elles travaillent à perte tellement ils sont motivés. Et du coup, il y a une pertinence vraiment importante, me semble-t-il, à les associer réellement à ce travail. Globalement, au niveau de la francophonie, là, très récemment, l'association du patronat francophone a été créée, rassemblant 25 patronats de 25 pays différents. Et ça, je pense que c'est une première démarche parce que derrière, les enjeux et les constats sont en fait les mêmes. On va dans le mur, comment peut-on y aller ensemble sans s'opposer et travaillant de concert. Donc ça, c'est une première chose que je voulais souligner. La deuxième chose, c'est le rôle des collectivités locales aussi. J'en parlais, hein, les acteurs infra-étatiques sont très importants. Donc, Jean, tu parlais des acteurs, des États infra, mais il y a aussi les collectivités locales qui sont importantes. Je crois que ça s'est vraiment révélé, comme souvent, dans notre monde actuel, les États-Unis parfois nous donnent des leçons. Et disons que sous les précédents mandats, il y a eu cette mise en avant du rôle des collectivités locales, justement, notamment aux États-Unis, mais en Europe, c'est vrai, près de 5000 collectivités locales ont engagé un plan climat et énergie. Moi qui suis française, je sais qu'aujourd'hui, la loi a même été finalement à entériner un état de fait où les collectivités locales depuis 30 ans se sont engagées à développer des plans climat énergétiques pour faire changer la vie de nos concitoyens et l'améliorer au quotidien. Et la loi a rattrapé le coup, mais avec 30 ans de retard, alors que les collectivités locales, pour certaines, s'étaient déjà lancées. Et au niveau de l'Union européenne, tu en parlais, Jean, c'était très vrai. Mais c'est vrai aussi en Afrique, c'est vrai aussi dans les Caraïbes, c'est vrai aussi en Asie, où vous voyez vraiment des maires très, très péchus, qui sont allants et qui ont conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur territoire. Bien sûr, ils ne peuvent pas tout changer, mais rien que ce qu'ils peuvent faire touche déjà directement 50% de leur territoire, ce qui est énorme. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais mettre en avant. Donc, cette société civile-là qui est multi, en fait, alors que souvent, on la réduit à un simple segment. Du côté de Jean? Mais en fait, le rôle est essentiel. La société civile est proche du public. Le public vote. Le vote détermine qui dirigera. Enfin, donc, déjà là, on a une équation relativement simple. Si nous n'avions pas eu les jeunes, par exemple, dans la rue tous les vendredis, et je me souviens de toutes les négociations qu'on avait sur le climat, peu importe où on était sur la planète, les vendredis, on avait les jeunes qui arrivaient. La pression était phénoménale sur nous qui rentions dans nos cages pour aller négocier. Sans cette pression-là, ça aurait été un mouvement encore plus lent qu'il est, si c'est possible. Et donc vraiment, le rôle de la société civile, il est essentiel. Il est au cœur. Et je reprendrai un peu ce que Cécile disait avec les communautés. En fait, plus on est proche du peuple, plus on est dans la rue, plus les choses bougent. Et plus on est haut, et plus on est dans les premiers ministres des grands pays, et plus c'est difficile de faire bouger ces machines-là. Donc, il faut que ça vienne vraiment de la base. Et en ce sens-là, évidemment, la société civile a un très, très grand rôle à jouer. Les industries, c'est la raison. Les industries, c'est très important aussi. Par contre, mise en garde. Il faut faire attention à l'éco-blanchiment. Là, il faut vraiment qu'il y ait une volonté sincère de vraiment prendre le problème à bras-le-corps et apporter des vraies solutions et non pas se donner une étiquette de verdissement. Voilà. Parce que de plus en plus, je pense que plus le travail va se faire à la base, sur le terrain, plus les consommateurs vont vouloir faire des choix et ces choix-là vont inévitablement influencer
les entreprises qui vont vouloir produire en fonction des valeurs des consommateurs. Et donc, c'est pour ça que ça prend une espèce de mécanisme de surveillance pour être sûr qu'on ne tombe pas non plus. Parce que quand on me dit que le prochain pétrole va être vert, moi, j'ai un petit peu de difficulté là, avec ces notions. Bon, on ne rentrera pas dans les détails, là, mais bon. Donc, soyons devant ce défi de société si important, soyons honnêtes dans notre démarche. Et c'est bon pour tout le monde. On est vraiment dans une situation où on doit travailler ensemble. Et donc, travaillons avec les vraies valeurs fondamentales qui vont faire que notre société de demain sera plus juste et équitable. Parce qu'il n'y aura pas de grande victoire en environnement s'il n'y a pas une plus grande justice sociale. Ça, j'en suis convaincu. C'est à la base de tout. On parle beaucoup là, en climat, par exemple, de transition juste. Alors, bien sûr, ne pas laisser personne derrière, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il faut s'arranger pour que tout le monde fasse partie de cette transition. Parce que sinon, on va créer encore plus de disparités, plus de conflits, et donc on n'y arrivera pas. Donc, on aura besoin d'une éthique très forte en termes de négociation et la façon de repenser le développement durable. Tous les deux, vous mettez si bien la table pour nos deux prochains invités. Tout à l'heure, je crois que c'est Cécile, ou peut-être que c'est Jean qui a dit que les jeunes sont l'avenir de la planète. Peut-être que c'était Zoé aussi en introduction.